Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, impact et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Impact. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons biochimie et alternatives au pétrole avec Manuela Falampin, responsable du business développement chez Metabolic Explorer. Nous enchaînerons avec un débat sur les bâtiments responsables avec Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance for Smart Cities, et Émeric Fagnot, qui est directeur du département Grands comptes utilisateurs et nouveaux produits tertiaires chez Bouygues Immobilier. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de la maison champenoise Ruinart, qui a dévoilé son nouvel étui éco-conçu. Et enfin, nous terminerons avec l'application GeoVélo, une application dédiée au déplacement à vélo. Nous en parlerons en fin d'émission, mais tout de suite, les news avec Eva. Oui, Émilie, et on commence avec un point sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On vous en a déjà parlé dans cette émission. Le président recevait hier les 150 citoyens à l'origine de ces 149 propositions. Une rencontre très attendue au cours de laquelle Emmanuel Macron a assuré qu'il donnerait une suite favorable à quasiment toutes les propositions. Seules 3 d'entre elles ont finalement été rejetées. La taxe sur les dividendes, les 110 km sur l'autoroute et l'introduction de la préservation de l'environnement en préambule de la Constitution. Autre annonce, 1 ou 2 référendums pourraient aussi avoir lieu en 2021. On continue avec l'appel de 2 ONG, CCFD Terre Solidaire et Sherpa. Elles demandent à l'État de faire respecter le devoir de vigilance des multinationales. Promulguée il y a 3 ans, cette loi oblige les sociétés de plus de 5000 salariés en France à publier un plan de vigilance destiné à prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains et de corruption qui pourraient résulter de leurs activités et de celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Dans leur rapport, les ONG pointent du doigt 25% des entreprises, soit 72 entreprises, et dénoncent que pour elles, aucune liste officielle n'a été dressée. Et on termine avec ce chiffre, 70,3%. C'est le pourcentage des emballages ménagers qui ont été recyclés l'an dernier en France. Une performance qui progresse selon les chiffres publiés par Citeo. Cela représente 104 000 tonnes de plus qu'en 2018. Pour l'éco-organisme, cette amélioration globale tient surtout aux consignes de plus en plus simplifiées pour les particuliers, mais aussi aux nombreuses mobilisations de l'État et des associations. Petit bémol pour le plastique, seulement 29% des emballages sont aujourd'hui recyclés. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Manuela Falampin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable business développement de l'entreprise Metabolic Explorer. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Metabolic Explorer ? Bonjour, merci de m'accueillir. Metabolic Explorer est une société de biotechnologie industrielle. Elle a été fondée en 1999, donc il y a plus de 20 ans déjà, avec la vision de fournir des alternatives à la pétrochimie pour produire donc, ces ingrédients que l'on utilise dans les biens de la vie courante. C'est fini le pétrole. Le pétrole n'est pas une nécessité absolue. Nous pouvons faire sans pétrole. Et le pétrole a été une solution largement utilisée depuis plus de 50 ans pour produire tous ces ingrédients que l'on utilise dans nos produits cosmétiques, en nutrition, que ce soit en nutrition animale ou nutrition humaine, et également dans les bioplastiques. En tout cas dans les plastiques jusqu'à maintenant. Donc nous faisons le constat que l'utilisation de ces ressources fossiles a un impact sur l'environnement. C'est largement reconnu malheureusement aujourd'hui. Et Metabolic est né avec la vision que l'on peut faire autrement en utilisant donc, la biotechnologie. Expliquez-nous un peu ce que c'est la biochimie, la biotechnologie. Donc concrètement, on va utiliser ce que le vivant sait faire pour produire ces molécules d'intérêt. Donc cela signifie, par exemple, vous connaissez la fermentation pour la production de bière. Eh bien, au lieu de produire par fermentation de l'alcool, nous allons utiliser la fermentation de matières premières
végétales, renouvelables, pour produire des ingrédients qui vont servir dans la production de ces produits de la vie courante. Il y a 20 ans, vous faisiez déjà ce constat-là, parce que là, on en parle beaucoup, c'est vrai, en ce moment, du pétrole et de l'épuisement de nos ressources naturelles. Vous, il y a 20 ans, vous faisiez déjà ce constat? En effet, c'est la vision vraiment qui a fait naître la société. Benjamin Gonzalez a fondé la société en 1999 avec cette vision qui est toujours la même aujourd'hui. Ce qui est une évidence peut-être depuis, disons, 4 ans, cela semble être une évidence pour tous. Les consommateurs attendent vraiment des solutions naturelles, issues de ressources renouvelables, avec un impact environnemental moindre. Il y a 20 ans, c'était moins évident, mais aujourd'hui, je crois que la donne a vraiment changé. Il n'y a pas de retour en arrière, il nous faut des solutions alternatives. Et les entreprises sont en demande de ça, les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Et les entreprises pour lesquelles on travaille sont effectivement en demande. Finalement, Qui sont vos clients? Cela vient du consommateur qui exprime cette attente. Les consommateurs, vous utilisez peut-être Yuka lorsque vous achetez des produits cosmétiques. Les consommateurs cherchent de la naturalité. Ils veulent également plus de sécurité dans les produits. Il y a beaucoup de controverses sur des impuretés, des additifs qui sont utilisés. Et le consommateur est également de plus en plus conscient de l'impact environnemental et social des chaînes de production de ces biens de la vie courante. Ils demandent plus de traçabilité. Qui sont vos clients, du coup? Et donc, nos clients ne sont pas les consommateurs directement. Ce sont les entreprises, bien sûr. Donc, nous adressons à ces fabricants de cosmétiques, à ces formulateurs de produits de nutrition animale. Et ces grands donneurs d'ordre, eux, ont la pression directe des consommateurs et ils retransmettent ces attentes auprès de leurs propres fournisseurs d'ingrédients avec des cahiers des charges qui incluent vraiment de plus en plus des mesures sur la naturalité, sur l'impact carbone et ils s'attachent également à comprendre l'impact sociétal des modes de production de la filière de production. Alors 2020 a été une année particulière. Vous avez commencé en février avec une levée de fonds importante pour vous développer et puis il y a eu ensuite la crise de la Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce contexte? Oui, en effet, une année riche. Donc peut-être la levée de fonds de février qui a été réalisée avec succès, qui nous a permis de consolider nos fonds propres de 7,3 millions. C'est une levée qui est destinée à accélérer nos développements de technologie. Grâce à notre expérience de 20 ans, nous avons pu diviser par 2 les temps de développement de technologie. Et ces fonds sont destinés à nous aider à accélérer la mise sur le marché de ces produits. Nous avons l'ambition d'apporter sur le marché à partir de 2021 un produit par an. La crise du Covid est intervenue chez nous dans ce contexte et nous avons pu, grâce à l'engagement fort des équipes, limiter l'impact sur le développement de ces nouvelles technologies. Mais nous avons un très gros projet en cours qui est la construction de notre première unité industrielle. C'est un chantier qui se déroule actuellement à Carlin, en Moselle. Il est conduit au travers d'une filiale que nous avons créée en co-entreprise avec le Fonds souverain SPI de BPI France. Donc ce chantier a été impacté par la crise Covid. Nous avons pu, grâce une fois de plus à l'engagement des équipes, limiter l'impact, travailler à mettre en place les conditions sanitaires qui permettent à tous les intervenants de travailler en toute sécurité, bien évidemment. Et cet impact nous porte aujourd'hui à cibler un démarrage de l'unité sur le 2e trimestre 2021. Nous avons pu faire appel au dispositif de BPI et avons fait appel à un PGE de 6 millions. Pour, le prêt garanti par l'État, dans le cadre de la crise pandémique, effectivement. Donc l'aide de l'État qui va vous permettre de mener à bout ce projet de relocalisation, c'est ça, de vos unités, de cette première unité en France, du coup. Oui, en effet. Ça concernera combien de salariés ?
Alors, donc, ce prêt garanti par l'État nous permet d'aborder sereinement, financièrement, l'impact sur le planning de démarrage de cette unité. C'est une unité, effectivement, qui est un symbole de la transition énergétique. Donc nous installons sur une plateforme chargée d'histoire, qui est une ancienne plateforme pétrochimique, un projet de chimie verte qui matérialise donc la réalité industrielle des technologies vertes et des technologies renouvelables sur une zone géographique en revitalisation économique, avec l'engagement de toutes les parties prenantes industrielles, telles que Total Développement Régional, ainsi que le support de la région Grand Est ou des communautés. Comment vous êtes accueillis d'ailleurs par les territoires, par les autres acteurs du secteur de l'énergie? Comment vous êtes accueillis? Donc localement, le projet a reçu un très très bel accueil, un très beau soutien de ces parties prenantes qui cherchent à redynamiser cette plateforme de production et à aller vers des solutions durables. Donc nous avons vraiment eu un soutien financier, opérationnel des parties prenantes très fort. Nous allons créer 50 emplois sur cette plateforme avec la première phase de construction. On peut imaginer, on planifie également une expansion de capacité, mais avec 50 emplois qui sont créés actuellement. Une quinzaine de personnes a déjà rejoint l'équipe et nous poursuivons donc la constitution du projet, que ce soit la construction du chantier et puis également la constitution d'une équipe. Pour revenir sur ce que disait Émilie, sur la crise, sur ce contexte actuel un peu particulier, est-ce que vous avez remarqué une accélération de la part des entreprises, en tout cas, d'aller vers plus de transition écologique, plus de transition énergétique? Est-ce que vous l'avez ressenti de par votre activité, en effet? Ce que l'on a ressenti avec la crise du Covid, c'est peut-être une forte prise de conscience collective de la nécessité de relocaliser nos industries. Relocaliser, c'est déjà un premier... C'est déjà une étape, c'est de faire revenir en France, en Europe, des unités industrielles qui sont capables de fournir ces intermédiaires dont on parle peu, mais dont on dépend fortement pour nos biens de la vie courante, avec des solutions qui nous permettent d'utiliser les ressources locales dont on dispose, puisque en sortant de l'utilisation du pétrole, on va pouvoir utiliser des matières premières qui sont disponibles en France, en Europe, et créer des filières locales qui nous permettent de valoriser donc, les produits de l'agriculture, des coproduits de l'agro-industrie et constituer un système de bioéconomie à partir de ces ressources qui sont disponibles. Metabolic Explorer est coté en bourse. Vous sentez que vous avez de plus en plus de soutien financier ? La levée de fonds qui a été réalisée a connu un succès, et notamment auprès d'investisseurs socialement responsables. Donc des fonds tels que Mirova, Turenne, Inocap, qui accompagnent les sociétés qui sont actives dans la croissance durable et également des sociétés qui sont à même de créer de l'emploi à court terme. L'industrie de demain, ce sera celle-là ? Je le crois. Je pense que nos technologies, alors, ne vont pas apporter la solution à toutes les problématiques et ne seront pas. Il n'y aura pas qu'une technologie qui va, constituer l'industrie de demain. Par contre, j'ai vraiment la conviction, et nous avons la conviction, que nos technologies vont pouvoir apporter des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux, apporter également la construction d'un système de production qui a un impact sociétal fort. Et nos produits ont également des bénéfices au regard de problématiques de santé publique. On va pouvoir apporter en nutrition animale un additif qui permet qui contribue à se passer de l'usage intense d'antibiotiques en élevage, des produits nutritionnels santé. Il y a également un fort travail sur la performance de nos ingrédients. Et un deuxième exemple qui est le PDO qui sera produit sur cette unité en Moselle, qui est utilisé en cosmétique
en tant qu'alternative également à des conservateurs qui sont controversés aujourd'hui. Merci beaucoup Manuela Falampin d'avoir été avec nous et d'avoir discuté biochimie aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à la bonne pratique du jour, Émilie. Merci. Oui, Eva, la bonne pratique du jour est celle de la maison, la plus ancienne maison de Champagne, Ruinart, alors qui appartient au groupe LVMH, alors qui a conçu un nouvel étui éco-conçu pour ses bouteilles de champagne en remplaçant ses coffrets cadeaux. Ce nouvel étui se compose d'une coque minimaliste en papier texturé blanc en hommage aux crayères, les fameuses caves historiques de la maison Ruinart située à Reims. Le design de l'étui s'inspire aussi de la manière dont les maîtres d'hôtel enroulent leurs serviettes blanches autour des bouteilles de champagne. Et cet étui n'a pas été simple à fabriquer, je crois, Émilie. Alors, effectivement, Eva, cet étui, réalisé à partir de fibres de cellulose, a dû faire face à 2 défis de fabrication. Tout d'abord, il fallait rendre l'étui imperméable à la lumière afin de ne pas altérer le vin, notamment pour les flacons en verre clair. Or, le papier seul n'était pas une protection suffisante pour filtrer toutes les ondes lumineuses. Alors, une nouvelle technique a été développée pour enrichir la pâte de cellulose avec un oxyde métallique naturel pour renforcer l'opacité de l'étui. Le second défi était de s'assurer que l'étui protège bien le vin jusqu'à la dégustation et qu'il résiste aux usages de service, y compris à l'humidité, sans se détériorer. Mission accomplie, puisque l'étui conserve son intégrité plusieurs heures dans un seau rempli de glace et qu'il est adapté à une conservation au réfrigérateur. Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le bâtiment responsable. J'accueille tout de suite en plateau Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance for Smart Cities, et Aymeric Fagnaud, directeur du développement grand compte utilisateur et nouveaux produits tertiaires chez Bouygues Immobilier. Il est membre également du C3D. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre sur le plateau de Smart Impact. Alors, on commence avec ce sujet du bâtiment responsable qui concerne, entre autres, mais pas que, l'énergie et la production d'électricité. On parle de bâtiments passifs, voire à énergie positive. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est ? On va commencer avec vous. Chez Bouygues Immobilier, vous faites ça depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est, les bâtiments passifs ? C'est assez simple, finalement. L'objectif étant qu'un bâtiment est consommateur d'énergie pour alimenter à la fois le chauffage, le rafraîchissement et les besoins de ses utilisateurs. Et l'objectif était de faire en sorte que ce bâtiment soit autonome, finalement, et qu'il crée lui-même sa propre énergie afin d'alimenter l'ensemble des usages du bâtiment. Donc, l'idéal, c'est qu'il soit à minima neutre, passif, et on peut envisager aussi que le bâtiment soit énergie positive, c'est-à-dire qu'il crée plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et ça permet effectivement d'alimenter, le cas échéant, d'autres fonctions dans la ville ou d'autres fonctions du bâtiment ou éventuellement d'alimenter des équipements publics tels une patinoire, des choses comme ça, grâce à l'échange thermique et l'énergie qui est produite en sus de ce que sont les besoins du bâtiment. Mais c'est pas si simple, visiblement. Non, c'est pas si simple. Non, bien évidemment, puisque déjà la problématique, c'est que là, en France, l'énergie est assez peu chère, donc du coup, on s'est réveillé un petit peu tardivement sur l'impact que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, ça y est, c'est totalement pris en main, notamment avec un objectif à la fois de bas carbone et de baisse de consommation. Donc l'idée déjà, c'est d'aborder les bâtiments en tant que source de consommation et de fait déjà d'avoir une action efficace sur la faible consommation pour éviter de devoir compenser en permanence. Et à partir du moment où on arrive à faire un bâtiment mieux isolé, mieux conçu, qui répond aux spécificités de ses utilisateurs, ça permet d'optimiser sa production d'énergie, de baisser sa consommation et également d'apporter le juste confort et les justes besoins aux utilisateurs du bâtiment. Le bâtiment passif ? Alors, le bâtiment passif, oui, comme le dit Aymeric, c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Avant, effectivement, de parler de bâtiments qui consomment de l'énergie, en fait, il faut qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Donc, ça veut dire qu'il faut le concevoir pour qu'il consomme le moins d'énergie possible. Aujourd'hui, il y a la maquette numérique qui permet de modéliser un bâtiment
et de voir comment le bâtiment va réagir dans le temps en fonction du climat, en fonction du contexte environnemental et bien sûr de ses occupants. Et donc c'est bien dimensionner des espaces, bien dimensionner les fenêtres, le positionnement du bâtiment, le choix des matériaux, et ça va permettre d'avoir un bâtiment qui consomme le moins d'énergie. Ensuite, bien sûr, il va consommer de l'énergie pour ses équipements, pour ses utilisateurs, et là, c'est voir comment on peut produire de l'énergie pour alimenter ce bâtiment. Ceci étant, à partir du moment où on produit de l'énergie, parfois, ce n'est pas linéaire. On a des centrales nucléaires en France, c'est linéaire, mais produire de l'énergie, stocker de l'énergie, ce n'est pas linéaire. Ça veut dire que dans le temps, ça va varier. Et donc, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui permettent d'adapter la production à la consommation et des systèmes digitaux qui sont complètement adaptés à ces nouveaux usages. On en est où sur ces questions-là en France du bâtiment passif ? On en est au début, oui, on en construit de plus en plus. On en est encore qu'au début, puisque finalement, déjà malheureusement, le parc se renouvelle assez faiblement, puisque la production neuve représente 2% du parc global. Donc l'enjeu, ça va être plus la rénovation en fait, des anciens. Et de fait, également, le développement d'énergies renouvelables, puisqu'on a longtemps utilisé finalement l'électricité qui était peu chère parce que produite au niveau nucléaire en France. Et de fait, ça a un peu limité aussi les recherches et l'adaptation de nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, clairement, ça a été saisi et c'est des sujets qui sont totalement développés, notamment la géothermie, des solutions alternatives qui permettent aussi d'utiliser de l'énergie renouvelable et évidemment d'avoir un impact plus faible sur la planète. C'est compliqué, la rénovation énergétique des bâtiments, Emmanuel ? C'est pas forcément compliqué. Enfin oui, c'est coûteux. C'est vrai que c'est coûteux. Parce que vous parliez des matériaux, etc. Voilà, si on est déjà sur des choses existantes. Les bâtiments ne sont pas adaptés déjà foncièrement, si c'est des passoires thermiques, comme on entend parler, ça veut dire que ça nécessite une grosse isolation. Et donc, c'est coûteux. Dans les immeubles de logement, je crois qu'on parle de à peu près 25 à 30 000 euros par mètre carré. Pas par mètre carré, par logement. Mais c'est quand même coûteux. Sans compter, là, c'est l'isolation thermique et on ne parle pas du pilotage énergétique, qui est un surcoût qui est de l'ordre de 5 à 10%. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais avant de lancer une rénovation énergétique, il faut savoir si c'est utile. Parce que beaucoup de bâtiments ne répondent plus forcément aux nouveaux usages, à nos nouveaux usages. Et donc, ça ne servirait à rien de faire une rénovation d'un bâtiment s'il n'est pas adapté à ces nouveaux usages, s'il n'est pas localisé proprement dans un endroit où il y aura de l'activité, où on aura besoin de lui. Donc, c'est des sujets qui sont aussi nécessaires avant d'entreprendre tous ces projets. Est-ce que les lois vont assez loin pour accompagner la transition énergétique des bâtiments, selon vous ? C'est pas simple. Moi, je me mets à la place des législateurs. C'est pas simple parce qu'en fait, il faut apporter une réponse concrète à des problèmes qui sont très variés. Et c'est pas toujours évident. On voit là récemment, il y a eu le décret sur les thermostats. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ça peut même être critique parce qu'effectivement, pourquoi on s'attaque à des thermostats et qu'on va encourager des thermostats alors que demain, ça se trouve, ils n'existeront plus parce qu'ils seront virtuels. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui peut être à la fois intéressant parce qu'on éveille l'attention, mais de l'autre côté, ça peut être contre-productif. Donc c'est pas simple. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, il faut avant tout avoir une approche globale. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire des bâtiments, quelle sera la ville de demain et comment on va organiser l'ensemble de ces bâtiments dans la ville de demain. Et quelle sera la ville de demain alors ? Elle sera intelligente, elle sera... Elle sera, oui, comme on en parle beaucoup de smart building ou de grid à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une ville. Et effectivement, aujourd'hui, les bâtiments sont monofonctions, ce qui est aujourd'hui plus du tout adapté aux besoins et aux usages de l'ensemble des populations, que ce soit en bureau, en logement, ou en hôtellerie ou caisse. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement de réfléchir à la ville à l'échelle du quartier ou à l'échelle de la planète, pour pouvoir justement adapter le bâtiment à ces différents usages, qui sont des usages journaliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir un usage différent du bâtiment selon l'heure de la journée, selon qu'on est en semaine ou le week-end, et de fait d'accéder à un mode de fonctionnement qui permettra que là où l'immeuble aujourd'hui, pour 40% de son temps, est inoccupé de façon globale, parce que les gens ne sont pas là, parce qu'ils sont en déplacement, parce qu'ils sont au travail, etc., c'est de faire en sorte que cette perte finalement d'usage de bâtiments puisse être compensée. Et ça nécessite qu'on repense, comme tu viens de le dire, les bâtiments pour qu'ils soient à la fois en capacité d'accepter l'usage d'un utilisateur
domestique, on va dire, mais également un usage de bureau. Ça veut dire que notamment les socles de bureaux doivent pouvoir aujourd'hui accueillir du commerce, du service, accueillir des associations pour que typiquement, que le soir et le week-end, alors que les bureaux sont vides, ils puissent être utilisés avec d'autres fonctions et de fait réduire le besoin réel de mètres carrés parce qu'on les utilisera pour d'autres fonctions en fonction de l'heure de la journée ou de la semaine. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permettra pour prendre un exemple très concret, de transformer un siège social d'une entreprise qui est plutôt considéré comme une forteresse un peu imprenable où personne n'ose trop s'y aventurer, à l'ouvrir au public et à y créer un certain nombre de réponses à des besoins, à la fois de services, typiquement pour des sujets très concrets, des casiers pour récupérer des colis par exemple, des îlots de fraîcheur pour des personnes âgées ou des enfants en bas âge, et d'ouvrir finalement certaines de ces surfaces pour des usages différents. Typiquement, une salle de réunion peut très bien servir pour une assemblée de copropriétaires un soir, plutôt que d'essayer de chercher une salle à un autre endroit. De la même façon, les commerces aujourd'hui ont parfois du mal à trouver des solutions et ça pourrait tout à fait solutionner cette problématique et offrir aussi de la restauration dans certains immeubles qui n'en sont pas dotés parce que l'immeuble est trop petit pour accueillir ce type de service. Beaucoup d'idées sont sur la table donc pour le bâtiment de demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir débattu. C'est déjà la fin. Désolée, on passe maintenant à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle d'une application mobile, une application qui parle de déplacement à vélo. C'est l'appli GeoVélo et on accueille tout de suite son fondateur. Il s'agit d'Antoine Laporte Vévéda. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter GeoVélo ? Tout à fait. Donc GeoVélo, c'est une application qui est gratuite et qui, comme vous l'avez dit, vise à proposer des itinéraires qui sont plus sécurisés et plus adaptés à la pratique du vélo. Donc on fait un gros travail de cartographie, on a aussi un algorithme dédié qui permet vraiment de trouver les meilleurs itinéraires, que ce soit en ville ou à la campagne. On propose même des itinéraires touristiques pour se balader, aussi bien la journée que même des voyages à vélo, pourquoi pas. Parce que vous avez fait le constat que de plus en plus de personnes utilisaient le vélo, mais qu'ils n'avaient pas forcément d'application pour se déplacer. Effectivement, donc l'application, elle date de 2010. Alors pour vous corriger, je suis désolé, je ne suis pas cofondateur. Donc c'est Benoît Grimbert et Gaël Sauvana qui ont cofondé l'application il y a une dizaine d'années. Et le constat à l'époque, c'était qu'il n'y avait tout simplement aucune solution pour être guidé à vélo. Donc ça, voilà, le but, c'est vraiment de sécuriser les déplacements. On sait très bien que pour aider au développement de la pratique du vélo, il faut que les gens se sentent en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il faut des itinéraires adaptés. Donc maintenant, il y a de plus en plus de pistes cyclables qui sont créées partout en France, à Paris en particulier, mais dans toutes les grandes villes de France globalement. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens et de les guider vers ces pistes cyclables sécurisées pour qu'ils découvrent que la pratique du vélo est en fait complètement faisable et n'est pas si dangereuse que ça et que c'est très agréable même de se déplacer à vélo tous les jours. Post-Covid, là, il y a plus d'utilisation, effectivement, comme le disait Eva, de vélo. Vous tout le sentez, à fait, ouais. Alors là, encore l'application est plus utilisée ? Tout à fait, ouais. Alors ça, pareil, dans toutes les grandes villes de France, il y a des pistes cyclables temporaires qui ont été aménagées pour l'occasion, pour le déconfinement, et ça se ressent sur l'usage du vélo et sur l'usage de l'application. Donc on a eu des booms de téléchargement énormes. Nos statistiques par rapport à l'avant-Covid, on est à x3, x4 par rapport à ce qui se passait avant le confinement, et on est même sur des niveaux d'utilisation au-delà des grèves, qui était déjà un premier gros pic d'utilisation, mais qui était surtout parisien. Là, on constate vraiment une explosion de la pratique et de l'utilisation de l'application, forcément, partout en France. Je crois que vous avez aussi une partie écotourisme. Expliquez-nous ça. Ouais, tout à fait. Donc, on propose des itinéraires touristiques. Donc, l'idée, c'est, ça peut être le week-end, par exemple, ou même pour des vacances de plusieurs jours. On va proposer non seulement des petites boucles. Donc, qu'est-ce que je vais faire dimanche après-midi ? Il fait beau. J'ai envie de faire une petite balade à vélo. Donc, nous, on a des petits parcours qui sont déjà enregistrés dans l'application avec du contenu pour dire, voilà, il y a tel château sur le trajet, telle église à visiter, etc. Ou même, on a des planificateurs de voyage pour se dire, je veux faire, par exemple, le canal de Nantes à Brest. Et je vais dire, je veux le faire en 6 jours. Et nous, on va découper ce trajet toujours en suivant les pistes cyclables assez sympas, ce qu'on appelle les voies vertes. Et donc, on va préparer ses vacances à vélo comme ça de manière très pratique et on aura l'itinéraire dans sa poche avec l'application. Vos objectifs futurs, vous installez dans plus de villes encore ? Ouais, tout à fait. Donc là, on a une très bonne couverture en France. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de conquérir l'Europe, entre guillemets, sachant que nous, notre business model, c'est de travailler avec les collectivités. Donc on essaie de se rapprocher vraiment au maximum des collectivités pour les aider à cartographier les aménagements et puis aussi pour leur donner des données sur les déplacements des cyclistes en ville pour leur permettre de développer de meilleurs aménagements, en fait. GeoVélo, c'est combien de collaborateurs ? On est une dizaine pour l'instant et en France, maintenant, on a à peu près 250 000 utilisateurs. Donc voilà, on a hâte de voir ce qui va suivre parce que, voilà, comme vous le savez, le vélo a la part belle en ce moment, donc hâte de voir la suite.
Merci Antoine de nous avoir parlé de GeoVélo Merci à aujourd'hui, vous. d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on se retrouve très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on sera ravis de vous retrouver pour de nouvelles solutions, de nouveaux débats. À demain.